Bonsoir Rokhaya Diallo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir Benjamin. Que les téléspectateurs connaissent bien. Évidemment, éditorialiste BFM TV. Je voudrais qu'on commence avec, on l'a abordé tout à l'heure, ce qui s'est passé à l'Eurovision. Petit résumé, si vous avez éteint votre télévision pendant 48 heures. La Suisse a gagné, Israël a obtenu un soutien important du public, mais on a aussi entendu des huées. On a vu ce qui est arrivé à la candidate israélienne, Eden Golan, candidate confinée à son hôtel, transportée par des convois ultra sécurisés, alors que des manifestants demandaient son exclusion. Rokhaya Diallo, ces manifestants, ils défendaient la cause palestinienne ou c'était pour certains une forme d'antisémitisme dissimulé ? Ce que demandaient les manifestants, c'était l'exclusion d'Israël. Ça ne visait pas une personne spécifique. Il se trouve que cette candidate a malheureusement fait face à des huées qui, à son échelle individuelle, étaient extrêmement violentes. Pour autant, les revendications des personnes qui étaient mobilisées, qui étaient 5000, à Malmö, étaient strictement politiques et demandaient à ce que Israël, du fait de ses actes actuels qui sont absolument terribles, soit traité de la même manière que la Russie a pu être traitée et exclue en guise de réponse à un comportement au niveau de l'État qui ne correspondait pas nécessairement aux valeurs. Je vais donner la parole à Christophe dans un instant, mais incarner l'Europe. Vous comprenez que ceux qui nous regardent puissent être... parce qu'effectivement, vous soulevez l'argument utilisé notamment par la France Insoumise et d'autres, de dire en 2022, la Russie a été exclue. Pourquoi Israël ne serait pas soumis au même traitement ? Les situations ne sont pas comparables en Rokhaya Diallo. Russie... En Ukraine en 2022, il n'y a pas eu le 7 octobre. Oui, mais je veux dire, Israël... L'État agressé, c'est Israël. Aujourd'hui, les personnes qui sont agressées, ce sont les Palestiniens, qui sont morts au nom de 35 000. Il y a un très très grand nombre d'enfants qui ont été visés, des populations civiles qui sont visées de manière absolument constante et de manière injustifiée. Donc évidemment, les situations de la Russie et d'Israël ne sont pas identiques, mais elles sont comparables, puisqu'on a deux puissances qui commettent des crimes de guerre qui sont dénoncés par un certain nombre d'institutions internationales et par un certain nombre d'ONG sur le plan international et aussi par des politiques de par le monde. Donc non, effectivement, on peut complètement s'interroger sur la légitimité de la présence d'un pays qui commet des crimes de cette ampleur. Sur cette comparaison. En effet, les Palestiniens sont victimes. Ils sont victimes du Hamas. Du Hamas qui s'en sert de bouclier humain actuellement et depuis longtemps. Du Hamas qui, après des élections, a installé sa tyrannie sur ce peuple à Gaza. Et puis surtout, victime du Hamas qui s'est lancé dans ce pogrom terroriste atroce du 7 octobre qui a entraîné les représailles d'Israël, dont sont victimes en effet les civils palestiniens. Les Palestiniens sont d'abord victimes du Hamas. Et c'est pourquoi, si on veut un cessez-le-feu là-bas, il faut d'abord appeler le Hamas à se rendre. C'est un mouvement terroriste qui doit sortir des tunnels les mains en l'air, rendre les otages et puis rendre des comptes après devant une justice démocratique, celle d'un État qui s'appelle Israël, sous les regards bien sûr de la communauté internationale. Ça n'excuse pas en effet ce qui peut sans doute se commettre dans cette guerre que mène Israël à Gaza et qui nécessitera qu'on regarde acte par acte, fait par fait, pour voir s'il y a eu dans cette guerre des crimes de guerre et peut-être pire. Mais on ne peut pas dire que c'est comparable à ce que la Russie a fait, puisque la Russie et l'Ukraine, c'était deux États souverains reconnus à l'ONU, dont l'un a envahi le territoire de l'autre. Après des années de conflictualité, la Crimée, le Donbass, la Russie, en février 2022, a attaqué militairement l'Ukraine, avec pour but de renverser le régime, de prendre la capitale et d'annexer complètement ce pays. Ça n'est absolument pas comparable à ce que Israël fait depuis le 7 octobre, c'est-à-dire un mouvement de légitime défense qui a deux buts. D'abord, récupérer les otages et ensuite éradiquer le Hamas, mouvement terroriste. Et en éradiquant le Hamas, Israël rendra un immense service au peuple palestinien. Ces deux objectifs ne sont pas atteints. Netanyahou et son armée mènent une tactique, une stratégie pour les atteindre hautement contestable. Et d'ailleurs, c'est contesté en Israël par la société civile. Et surtout, ça ne dit rien de l'immense effort qu'il faudra faire ensuite internationalement, mais surtout de la part d'Israël, pour qu'il y ait enfin un État palestinien, deux États et la paix. Christophe Barbier, Rokhaya Diallo, on va avoir le temps dans cette émission de parler de ce qui est en train de se passer, mais je voudrais qu'on reste sur la question de l'Eurovision. Rokhaya Diallo, sur les arguments utilisés par Christophe Barbier. Oui, allez-y, le débat est... Alors, moi, je trouve intéressant que vous disiez qu'il faudra à un moment donné observer ce qui se passe à Gaza, parce que c'est justement, il est impossible de l'observer aujourd'hui pour les journalistes qui sont à l'extérieur, parce que Israël a tué plusieurs dizaines de journalistes, que les journalistes aujourd'hui sont empêchés de pouvoir observer, les journalistes en tout cas extérieurs, qui ne sont pas palestiniens, de pouvoir observer et reporter, donc de faire leur travail. Et c'est vrai que je regrette qu'on n'entende pas une solidarité aussi grande qu'elle devrait l'être à leur égard. Hier, on a célébré... Non, là, les journalistes sont explicitement ciblés, c'est ce qui est dénoncé
Ça, aussi. Les explicitement ciblé, je ne sais pas les ONG sont aussi des humanitaires. Pardon, Rocaille Diallo, mais rien ne permet d'affirmer. Il y a effectivement des journalistes qui ont été touchés. Rien ne permet de dire que ce sont des cibles. Et à partir du moment où rien ne permet de le dire, on ne peut pas le dire. En tout cas, ils sont ciblés, ils sont morts, ça c'est factuel. Non, ils ne sont pas ciblés. Des journalistes dans des zones, ont été tués, ils ne sont pas ciblés délibérément. Ils sont dans des zones de guerre. Je pensais pas que je devais Non, non, pas du tout. Moi, j'essaie juste de remettre un tout petit peu de faits, de rationalité. Je vais vous soumettre cette citation, mais qui va dans votre sens. La première victime de la guerre, disait le poète, c'est la vérité. Et on le voit dans par toutes les ailleurs, guerres. le fait de dire que le Hamas est responsable du sort des Palestiniens alors qu'ils sont bombardés par Israël de manière incessante depuis 7 mois, je trouve cela parfaitement indécent. Aujourd'hui, on a un pays qui revendique une situation et une position démocratique qui ne fait que commettre massacres et crimes de guerre sur crimes de guerre depuis 7 mois, en bombardant des populations civiles, le 7 octobre, en bombardant des humanitaires et en bombardant des journalistes. Le fait est que Israël a commencé à méconnaître le droit international depuis bien longtemps, bien avant le 7 octobre. Israël, vous parlez du fait que la Russie a envahi des territoires sur lesquels elle n'était pas légitime. On sait très bien qu'il y a des colons israéliens qui se trouvent par exemple en Cisjordanie, qui méconnaissent les frontières qui ont été actées par le droit international, et ce bien avant le 7 octobre. Depuis 1967, et il y a des contestations. Donc mais effectivement, est-ce que ça légitime un acte terroriste ? Je dis pas que ça légitime un acte terroriste. Ce que je dis, c'est que la manière injuste dont Israël se comporte à l'égard des Palestiniens n'a pas commencé le 8 octobre. Ça a commencé bien avant, et ça fait longtemps que les Palestiniens font face au non-respect du droit international, à des territoires qui sont colonisés de manière contradictoire, en contradiction totale avec nos principes, que ce soit du droit de la guerre, du droit humanitaire. Et aujourd'hui, ce que fait Israël, ça justifie le fait qu'on s'interroge sur la légitimité de la présence d'un pays qui commet des actes belliqueux. On va continuer sur ce débat et sur la question de l'Eurovision. Une question, Rocaille Diallo, est-ce que la présence de l'Azerbaïdjan au concours de l'Eurovision vous choque ? Elle peut me choquer comme celle d'autres pays, c'est-à-dire que moi, j'étais pas mobilisée particulièrement. Non, je sais bien, mais c'est pour vous dire, je vous pose la question parce que ce qui est assez singulier dans les protestations des uns et des autres, quoi qu'on pense de la politique qui est menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est le degré de contestation d'un certain nombre de manifestants qui, alors même que l'Azerbaïdjan participe au concours de l'Eurovision, l'Azerbaïdjan qui est une dictature, qui... qui fait subir le sort que l'on connaît aux Arméniens. On peut poser la question. On ne voit pas. Oui, mais on ne voit pas ces manifestations. Comment se fait-il là pour le coup qu'il y ait ce deux poids deux mesures ? J'ai été signataire de plusieurs tribunes en soutien justement aux populations arméniennes et de l'oppression qu'elles subissent maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas parce qu'on se mobilise pour la Palestine qu'on ne se mobilise pas pour d'autres causes. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne fait pas subir le même sort ce qui se passe en à l'Azerbaïdjan qu'à Israël. Je pense que de nombreuses personnes, y compris des Français et des Américains, sont choquées parce que leur pays soutient Israël aujourd'hui. Par exemple, les Américains sont extrêmement mobilisés, ou des personnes sont mobilisées parce qu'un certain nombre de démocraties occidentales sont impliquées dans l'armement d'Israël. C'est pas le cas pour l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous connaissez un pays qui soit allié de la France, ou la France qui soutient d'une manière ou d'une autre Israël ? C'est pas le cas. Donc je pense que les mobilisations en Europe, elles sont aussi le fait d'Européens qui interrogent leur pays parce qu'ils participent à une guerre que eux trouvent légitime. On peut en France interroger le gouvernement sur son soutien à Israël. On peut aux États-Unis critiquer son gouvernement sur le soutien à Israël. On ne peut pas, dans la bande de Gaza, manifester contre le Hamas et dire on reproche au Hamas, notre gouvernement du Hamas, d'avoir fait le 7 octobre. On ne le peut pas. On est massacré. C'est ça aussi la différence. Oui, mais en fait, la question, c'est pas de se comparer au moins 10 ans. Non, c'est pas de se comparer au moins 10 ans. C'est quand même incroyable qu'en étant aujourd'hui français, vous nous expliquez qu'on doit se comparer à des personnes qui n'ont absolument aucune à des groupes politiques qui n'ont pas de velléité démocratique et dire on fait mieux. Vous dites groupe politique, le Hamas, c'est un groupe politique ? C'est un groupe politique, oui. C'est un parti politique. C'est une organisation terroriste. Oui, mais ça n'empêche pas que ce soit un parti politique. Enfin, je veux dire, c'est un parti politique. Non, mais c'était juste pour clarifier les termes. Vous n'étiez pas sûr que je sois... C'était pour clarifier les termes. Je trouve votre question très étrange. Mais c'est d'abord eux qu'il faut mettre en cause. Non, mais il n'y a rien à clarifier, en fait. Je suis très claire. Est-ce que ce n'est pas d'abord eux qu'il faut mettre en cause, ce qui n'empêche pas de critiquer avec virulence et le gouvernement d'Israël et la politique ? Ce qu'il faut mettre en cause aujourd'hui, c'est les personnes qui bombardent les civils, qui leur demandent de se replier sur des zones qui sont déclarées comme étant des zones de sécurité et qui, du jour au lendemain, déclassifie ces zones en disant que ce sont des zones de guerre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Rafah, où il y a 1,3 million de Palestiniens. Il y en a 300 000 qui ont été évacués, qui ont dû à nouveau être déplacés. Et les déplacements des Palestiniens sont incessants depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, l'interrogation que j'ai, c'est l'interrogation d'Israël qui agit avec la complicité, avec le soutien des puissances qui sont nos puissances, qui revendiquent une position démocratique et le respect des droits humains. Et la reddition sans condition du Hamas et de ses terroristes dans les tunnels, ça vous semble pas une vraie solution pour
obtenir un cessez-le-feu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut libérer les otages. Ce que demande aussi la Palestine, c'est la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Il y a énormément tous les ans, en fait, il y a entre 500 et 700 Palestiniens qui sont arrêtés en rétention administrative, c'est-à-dire sans jugement. Parmi eux, il y a de nombreux mineurs qui ont entre 12 et 18 ans. C'est une condition aussi qui a été demandée de libérer les prisonniers qui n'ont pas fait l'objet de jugement, notamment des mineurs. Et c'est effectivement, c'est normal que les personnes qui sont détenues de manière illégitime, sans jugement, comme que soient les otages ou les prisonniers qui sont détenus administrativement, soient libérés. C'était pas légitime de faire des otages le 7 octobre uniquement pour obtenir la reddition. Mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que j'ai absolument jamais soutenu aucune action terroriste ni aucune prise d'otage. Ce que je dis, c'est que les otages doivent être libérés, mais que toute personne qui est détenue de manière administrative sans jugement doit être libérée également. Rokhaya Diallo, c'est intéressant de vous avoir sur ce plateau parce que, je le disais, éditorialiste au Washington Post, au Guardian, et vous avez aussi des fonctions dans une université américaine très prestigieuse de la côte Est, Georgetown, dans la capitale américaine à Washington. On a beaucoup parlé dans ce débat autour des conséquences en France du conflit au Proche-Orient, d'américanisation des universités. Est-ce que vous avez vu, concernant ce qui se passe à Sciences Po, ce qui s'est passé à la Sorbonne, effectivement une américanisation par rapport à ce que l'on a pu voir dans toute une série d'universités, que ce soit sur la côte Est ou la côte Ouest des États-Unis? Je crois pas. Je rentre justement des États-Unis où j'étais à Georgetown effectivement pour finir mon semestre auprès de mes étudiants. J'ai participé à des mobilisations dans cette université. Alors il se trouve que Georgetown est très particulière parce que c'est une université jésuite, donc qui est d'obédience catholique et qui a plutôt tendance à suivre les préconisations du pape, qui lui est quand même assez sensible au sort des Palestiniens. Donc c'est pas une université qui a tenu des propos, en tout cas une position qui a été contestée fortement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est simplement que les jeunesses sont beaucoup plus connectées qu'auparavant. Et les personnes qui se mobilisent aujourd'hui se mobilisent pas seulement aux États-Unis et en France, elles se mobilisent partout en Europe, elles se mobilisent également en Asie. On a pu voir des images jusqu'au Japon, par exemple, qui est un pays qui n'est pas forcément un pays où on voit des personnes se mobiliser pour ce type de conflit. Donc non, je pense que c'est l'accusation d'américanisation, c'est une accusation qu'on fait souvent en France aux féministes, aux antiracistes, aux personnes qui se mobilisent pour la justice sociale. Mais je pense qu'il faut aussi faire crédit aux étudiants de Sciences Po, aux étudiants de la Sorbonne, d'une autonomie intellectuelle et politique. Et ce sont des personnes qui voient sur les réseaux sociaux la manière dont les Palestiniens documentent au jour le jour le sort qui leur est réservé. Avec Rokhaya Diallo, et je donne la parole dans un instant à Christophe, pour dire les choses, pour le coup, notamment à Columbia, des slogans qui ont été entendus qui étaient clairement antisémites. Et qui ont été condamnés, y compris par les manifestants. Ce qu'on dit moi aussi à Columbia, c'est qu'il y a énormément d'étudiants juifs qui ont participé aux mobilisations. Il y a aussi des manifestations religieuses juives qui ont été célébrées. On a vu des gens prier collectivement lors du Shabbat avec des étudiants juifs. Donc moi, je veux bien qu'on dénonce les slogans et les propos antisémites qui ont été prononcés lors des manifestations. Et on a vu des propos antisémites être prononcés dans diverses manifestations. En France, on a vu par exemple au début des Gilets jaunes des personnes tenir des propos antisémites, alpaguer de manière absolument odieuse Alain Finkielkraut. Pour autant, est-ce que ça délégitime le mouvement des Gilets jaunes? Non, je ne le crois pas. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est le sort des Palestiniens. Christophe, il est évident qu'il y a une porosité extrêmement importante et rapide des mouvements à travers la planète, de par les réseaux sociaux, de par la rapidité de communication. Est-ce que ça uniformise la pensée? D'abord, ça ne rend pas plus simple son parcours. Une partie des idéologies qui viennent d'Amérique et qui sont critiquées chez nous, que globalement on regroupe sous le nom de wokisme, viennent de France. La pensée d'un Derrida, la pensée d'un Foucault a inséminé les États-Unis, les universités américaines et revient ensuite en Europe après avoir fait le parcours que l'on sait. C'est pas pour ça qu'il faut les accepter, les adopter, on peut les critiquer. Ce qui me frappe, moi, c'est le côté protéiforme de beaucoup de ces mouvements. Évidemment, dans ces manifestations, on a par exemple, pour reprendre les plus récentes, des pro-palestiniens sincères, des pro-Hamas affirmés, des antisionistes, des antisémites, des gens qui sont pour le droit humain et qui sont présents dans un esprit à la Gandhi. C'est un mélange extrêmement complexe. Ça le rend fragile. Parce que du coup, ceux qui veulent en faire une manipulation politique à des fins électoralistes, et c'est ce qu'on reproche en ce moment à LFI, c'est d'essayer de trouver un levier électoral dans cette mobilisation, ça rend fragile ces mouvements parce que plus ils sont riches, plus ils sont finalement une agrégation de conscience individuelle, moins ils ont de colonne vertébrale. C'est la spécificité de cette époque. Est-ce qu'il y a une complaisance avec l'antisémitisme sur les campus aux États-Unis ou en France, devant Sciences Po, à la Sorbonne? Oui, il y a une complaisance parce qu'il y a une beaucoup moins grande vigilance qu'avant par rapport à cet antisémitisme. Dans les générations précédentes, à la lueur de ce qu'avait été la Shoah, c'était
impensable. C'est redevenu quelque chose de pensable et pour certains quelque chose de défendable parce qu'il y a eu un renversement de valeurs. D'abord, le juif victime absolue est devenu aux yeux de certains l'oppresseur parce qu'il a un État qu'on va utiliser d'être colonisateur, d'opprimé. Et donc, on a pu renverser ces valeurs-là. Et on entend aujourd'hui des accusations absolument atroces, des comparaisons entre ce qu'était le Troisième Reich et ce que sont les juifs aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas même penser il y a une on a vingtaine entendu par d'années. exemple des slogans Varsovie, Treblinka, Gaza. Voilà, exactement. La comparaison entre le ghetto de Varsovie, bien, puisque ça a défrié la chronique, vous en parliez tout à l'heure. Netanyahou est un nazi sans prépuce. Attends, Voilà. juste Non, mais dire regarde. Varsovie, Treblinka, Gaza, c'est pas antisémite? C'est exagéré, c'est un comportement. De toute façon, moi je trouve que de faire des analogies. Pardon, Rocadiello, c'est pas exagéré. La relativisation de la Voilà. Shoah Bien sûr. et c'est de l'antisémitisme. Bien sûr. C'est ça. C'est pas un problème d'échelle. On peut pas dire que c'était exagéré. C'est un problème d'échelle et de nature aussi. De nature aussi. Mais ce que je veux dire, la nouvelle génération est sensible à ce renversement des valeurs. Et puis, il y a un vieux fond aussi qui existe toujours et qui a nourri ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est de dire capitalisme égale banque, banque égale juif, et ça nourrit un antisémitisme qu'on trouvait chez les tout premiers socialistes marxistes de la fin du 19e. Ça revient régulièrement. Moi, ce qui me préoccupe de manière générale, c'est la montée de l'antisémitisme en France et la manière dont il s'exprime de manière de plus en plus libre et de plus en plus virulente sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que la faute soit individuelle. C'est une augmentation qui ne date pas simplement de ces derniers mois. Ces derniers mois, il se trouve qu'elle a pris une ampleur absolument préoccupante, mais ça fait longtemps qu'on assiste à une banalisation. Et je trouve que de manière générale, on entend beaucoup de personnes, et c'est pas seulement lié à ce qui se passe actuellement, qui dès lors qu'elles font face à des critiques crient au retour des années 30. Ça, c'est une forme de banalisation de la Shoah et de banalisation de l'oppression contre les personnes qui sont juives. Et c'est quelque chose qui s'est complètement insinué dans la prise de parole politique parce qu'on n'a plus forcément la conscience de la nature du régime nazi. Par ailleurs, je trouve aussi regrettable que, par exemple, aujourd'hui, on puisse laisser défiler à Paris des groupes d'extrême droite qui ont clairement dont certains ont des sympathies avec des mouvements néo-nazis, en toute impunité. C'est-à-dire que hier, à Paris, il y a des personnes qui ont marché... référence à ce qui s'est passé hier. Absolument. Une marche de mouvements d'extrême droite parmi les plus radicaux, qui chaque année commémore la mort d'un militant d'extrême droite. Tout à fait, qui était pétainiste. Voilà. Et le préfet de police de Paris a voulu interdire cette manifestation. La justice administrative l'a déboutée et cette marche a été Absolument. autorisée. Mais je trouve que ça, c'est aussi un signe de la banalisation de l'héritage pétainiste de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est aussi l'occasion pour moi de montrer la porosité entre l'extrême droite qui a réussi à gagner des galons de respectabilité, alors même que les sources du RN, qui était autrefois le FN, sont la création d'un parti par des personnes qui étaient des nostalgiques du Reich et des néo-nazis. Et ça, je trouve que le fait de circonscrire l'antisémitisme à une portion de la population sans se rendre compte qu'au cœur de la République, il y a un parti qui est né de la création de personnes néo-nazis nostalgiques du Reich, eh bien, c'est une manière aussi de démissionner par rapport à une mémoire qui ne devrait pas être installée au cœur de la République. Chacun aime bien dénoncer l'antisémitisme de l'autre. Alors LFI va dire les antisémites, c'est l'extrême droite, nous sommes le meilleur rempart, et se complaire dans des propos qui sont hautement contestables. Et l'extrême droite politique va dire nous sommes le meilleur rempart pour les juifs. C'est pas comparable. LFI n'a pas été créé par des nazis. C'est absolument pas comparable. C'est pas comparable, mais les faits elles-mêmes sur la communauté juive. Et aujourd'hui, la communauté juive se sent plus menacée par un antisémitisme venu de l'extrême gauche et de l'importation du conflit au Proche-Orient que par un antisémitisme venu de l'extrême droite et venu du passé. C'est peut-être un effet d'optique, mais les deux dangers sont énormes. Chacun dénonce l'antisémitisme de l'autre plutôt que le sien. C'est une phrase justement que m'a dite Yonatan Arfi, le président du CRIF. Et je pense que ça nous fait réfléchir. Mais c'est surtout un défi démocratique parce que vous avez raison. Les démocraties, au nom de la liberté d'expression, autorisent des discours, autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, qui sont des discours contre la démocratie. Et ça, c'est un problème. Est-ce que la démocratie doit se renier un peu elle-même pour interdire ce type de manifestation et donc se protéger, mais se renier? Ou est-ce qu'elle doit dire nous allons entrer dans un moment de fermeté où on va durcir quand même nos principes parce qu'on ne supporte plus qu'à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, au nom de la liberté d'expression ou d'autres combats, on sape les fondements de la République et de la démocratie. Ça, c'est une vaste question. C'est une question à laquelle on a répondu très très vite en France. On n'est pas aux États-Unis, la liberté d'expression est circonscrite et elle a été durcie en 2014 avec le crime d'apologie au terrorisme. Et avec les lois Guesso avant. Absolument. Et ce délit d'apologie du terrorisme a eu pour conséquence de voir la directrice la présidente d'un groupe politique, Mathilde Panot, convoquée devant la police, tout comme des journalistes et des syndicalistes. Et je trouve étonnant
que quand on parle des États-Unis, on nous parle uniquement de l'antisémitisme qui s'est exprimé dans le cadre de camps dans le cadre de campus américains, quand on est quand même dans un pays où il y a eu un attentat contre une synagogue. Je veux dire, ça n'a jamais mobiliser autant d'indignation en France. Et je trouve que c'est autrement plus grave de voir à quel point les suprémacistes blancs aux États-Unis sont aussi bien hostiles aux personnes minoritaires noires qu'aux juifs. Et c'est cette extrême droite américaine, elle est absolument très bien connectée avec l'extrême droite européenne, notamment avec des personnes comme Steve Bannon, qui vont avoir des liens avec des partis comme Reconquête. Reconnaissez que dans le débat public français et outre-Atlantique, avec ces mots qui ont été, ces slogans utilisés notamment à Columbia, l'antisémitisme ces derniers jours et semaines venait de la part de militants pro-palestiniens qui confondaient ce qui était une contestation du gouvernement israélien, ce qu'ils voyaient comme une forme d'antisionisme, si tant est qu'ils sachent précisément ce que veut dire antisioniste, et une forme d'antisémitisme. Et encore une fois, en disant cela, je ne minore pas l'antisémitisme qui vient... C'est un attentat contre une synagogue. Je veux dire, c'est quand même une autre échelle que d'isoler en fait des personnes qui, dans des groupes qui sont composés de milliers de personnes, ont prononcé des propos qui sont absolument condamnables. Il y a un effet de loupe de l'actualité. Pour ce qui est de la France, certes, Mathilde Panot est convoquée par la police pour s'expliquer sur un tweet qui appelait quand même débat. Oui, non, mais débat et police, c'est pas la même chose. Éric Zemmour a été condamné pour d'autres propos sur d'autres populations. Lui, ça a été jusqu'à la condamnation. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures dans notre pays, mais il y a un malaise démocratique. Il a tenu des propos explicitement racistes. Je veux dire, voilà, c'est des propos qui étaient explicitement racistes. Il a été condamné à plusieurs reprises. Il a aussi été relaxé certaines fois. Mais dire force armée palestinienne pour le Hamas au lendemain du 7 octobre, avouez que c'était quand même très contestable comme appellation. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle. Je veux dire, la question qu'on pose, c'est la question de la liberté d'expression. Oui, il y a eu des plaintes, elle a été entendue par la police, elle s'est expliquée. La démocratie fonctionne, lentement, mais elle fonctionne. Justement, Christophe Babet, Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, vous avez en face de vous quelqu'un qui vient de publier un livre aux éditions Grasset sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, Jean-Luc aime. C'est ça, je sais bien. Bon. Quelle responsabilité, comment est-ce que vous regardez la façon dont la France insoumise joue sa partition, que ce soit en demandant l'exclusion d'Israël à l'Eurovision, en soutenant le mouvement étudiant, en plaçant en 7e position sur sa liste européenne une militante, une juriste franco-palestinienne comme Rima Hassan. Est-ce que c'est un soutien sincère ou est-ce qu'il y a de leur part une forme d'opportunisme électorale pour parler à certaines catégories d'électeurs qui d'habitude ne se mobilisent pas tout à fait et dont ils espèrent qu'ils se mobiliseront en vue des élections européennes? Moi, je trouve que c'est toujours considérer les électeurs comme des mineurs. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes, notamment dans la jeunesse, qui sont sensibles au sort des Palestiniens parce que ce sont des personnes qui sont sensibles aux injustices de manière générale. Et effectivement, la France Insoumise est un parti de gauche qui s'aligne sur des positions de gauche avec des valeurs de gauche. Moi, ça ne me choque pas qu'un parti de gauche le Parti socialiste n'a pas les mêmes en écho. Oui, mais bon, le Parti socialiste, je suis pas sûre que ses électeurs soient très très jeunes. Aujourd'hui, moi, je serais très intéressée de voir la courbe démographique des électeurs de Raphaël Glucksmann. Je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes. En revanche, ce que nous a montré l'histoire, c'est que les étudiants étaient toujours du bon côté de l'histoire. Alors aujourd'hui, on est extrêmement critique de la manière dont les étudiants se mobilisent. Je rappelle qu'aux États-Unis, en 2003, il y avait des étudiants qui avaient été suspendus du fait de leur opposition à la guerre en Irak. Eh bien aujourd'hui, 20 ans plus tard, je pense que ces personnes-là peuvent se regarder dans le miroir et peuvent se rendre compte à quel point... Je ne crois pas qu'on entendait les mêmes types de slogans dans la mobilisation contre la guerre en Irak. Je suis convaincue que dans toutes les manifestations qui existent sur cette terre, on entend des slogans avec lesquels on n'est pas en désaccord. J'ai fait de nombreuses manifestations, j'ai toujours entendu des choses avec lesquelles je n'étais pas nécessairement en accord. Ça ne veut pas dire que la manifestation est illégitime. Et je pense qu'aujourd'hui, se mobiliser en opposition avec le massacre qui est opéré contre le peuple palestinien qui est situé à Gaza, je trouve que c'est normal, d'autant plus dans une institution qui forme les jeunes à la pensée politique. Je ne suis pas sûr que les étudiants aient toujours eu raison au fil de l'histoire. Ceux qui glorifiaient Mao dans les années 60, après avoir glorifié Staline 20 ans plus tôt, et se gargariser de Pol Pot 10 ans plus tard, c'est des générations d'étudiantes qui me semblent s'être complètement fourvoyées. Je ne pense pas qu'il fallait avoir tort avec Sartre plutôt que raison avec Aaron. C'est plutôt ceux qui étaient avec Aaron qui avaient raison, et je ne renverrai pas sans doute tous les étudiants qui étaient dans les jeunesses hitlériennes. La jeunesse, hélas, n'évite pas les erreurs fondamentales. Et pour ce qui est de la jeunesse d'aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des jeunes qui sont dans ces mouvements pro-palestiniens se trompent. Parce que si
s'appliquaient dans leur société des idéologies qu'ils soutiennent ailleurs, ça serait la fin de leur propre existence. Mais c'est pas parce qu'on se mobilise Soutenir pour le le Hamas. Non, mais c'est pas du soutien au Hamas. Oui, mais enfin, non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Soutenir des positions qui, sur le terrain, favoriseraient la résurgence du Hamas et le maintien du pouvoir du Hamas, c'est soutenir l'Iran des mollahs, dont le Hamas n'est qu'un bras armé. Et si les mollahs étaient au pouvoir sur les campus où vous enseignez ou à Sciences Po en France, eh bien, les LGBT seraient assassinés, les femmes seraient emprisonnées. Vous voyez ? Donc je pense que les étudiants, au nom de leur idéal, les étudiants se trompent. Ils se trompent en soutenant les Palestiniens ? Soutenir les Palestiniens, oui. Pour un État palestinien, oui. Et contre un massacre en cours, que ça passe par une pression qui permettrait au Hamas de se réarmer et de recommencer dans 6 mois, dans 5 ans, le massacre du 7 octobre, non. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On regarde les Palestiniens se faire massacrer, on assiste à un nettoyage ethnique qui est qualifié par un certain nombre d'acteurs de génocide. C'est ça qu'on fait en fait. On exige la reddition du Hamas qui entraînera un cessez-le-feu immédiat. On commence l'enquête sur ce qui s'est passé dans l'armée israélienne pour la faillite du 7 octobre et pour ce qui a suivi. On commence l'enquête internationale tout de suite. Vous avez besoin d'une enquête pour condamner ce qui se passe actuellement ? On aura éradiqué le Hamas et on pourra commencer à construire 2 États. Et là, on mettra une pression forte sur Israël pour qu'il change de gouvernement. Je pense que c'est complètement utopique et je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de se préoccuper du fait qu'il y a des personnes qui sont sous les bombes, des civils. Et pour que ces bombes arrêtent de tomber, il faut que le Hamas se rende, non, il faut qu'Israël arrête de les bombarder. Il faut que le Hamas se rende. Non, il faut qu'Israël cesse de les bombarder. C'est beaucoup plus simple. Et je pense que faire l'amalgame entre le fait de s'insurger contre une situation qui est attentatoire aux droits humains et le soutien au Hamas, je trouve que c'est extrêmement dangereux pour les étudiants. Ils ne soutiennent pas le Hamas. C'est pas un amalgame, c'est une causalité que je crains. Je crains que derrière leur idéal, que je ne conteste pas, ils nourrissent un monstre qui viendrait les dévorer. Ceux qui soutenaient Mao dans les années 60, ils n'étaient pas partisans de la famine qu'a entraîné la politique maoïste, ni des massacres, ni des goulags. Non, ils étaient simplement dans l'illusion de cet idéal. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup mieux informés et voient ce qui se passe en Palestine grâce à la technologie qui permet aux Palestiniens de documenter leur propre massacre. Mais curieusement, on voit très peu de mouvements pro-palestiniens dans des pays qui ont des régimes qui ne sont pas des démocraties, qui sont des républiques islamiques ou des dictatures où la religion domine. Curieusement. Peut-être que ce sont des régimes où les gens se mobilisent moins facilement parce que ce sont des dictatures. C'est peut-être aussi des régimes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est que le Hamas soit éradiqué, qui font peu de cas des Palestiniens. Nous avons la bonne conscience de notre côté, il y a les terroristes en face. C'est ça qui me gêne dans ces mouvements. Rocaille Diallo, Christophe Barbier.